on me ramène souvent, les jeunes, ils me le disent, mais madame, c'est facile ce que vous dites, mais demain, ça peut exploser, là, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Et moi, je leur dis toujours, quand? Est-ce que t'as la réponse? Et dans ce cas-là, on fait quoi en attendant? Peut-être que demain, la Terre va exploser, mais en attendant, moi, j'ai envie d'avoir aucun regret. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour une fois, ce n'est pas dans le monde réel, entre guillemets, que j'ai rencontré mon invité du jour, mais par le biais des réseaux sociaux. Quelle joie j'ai éprouvée quand j'ai découvert son travail. Et quel plaisir c'était de la rencontrer pour de vrai à l'occasion de cette interview. Je suis ravie de vous faire découvrir aujourd'hui cette idéaliste réaliste qui déborde d'idées pour nous aider à oser rêver grand et retrouver notre cœur d'enfant. Car il semblerait, à l'écouter, que la magie est accessible à chaque instant. Dans ses interventions dans les établissements scolaires, Hélène répète avec toujours plus de foi « Demain se construit aujourd'hui ». Et elle nous rappelle que cette période de chaos que nous vivons est une période de transition qui permet l'éveil des consciences et que le meilleur est sûrement à venir. Car quand on arrive au bout de quelque chose, c'est certes angoissant, mais aussi passionnant, car on a tout à réinventer. C'est ce qu'elle invite en particulier les adolescents à faire lorsqu'elle les accompagne sur ces ateliers. Confinement, masques, guerre non loin de nos frontières, réchauffement climatique. Dans cette période mouvementée que nous vivons, les ados ne vont pas très bien. Elle les aide à retrouver du sens et de l'enthousiasme dans leur quotidien, à imaginer le monde de demain et à porter un regard plus doux sur eux-mêmes. C'est de tout son être qu'elle incarne sa vocation d'enseigner et de transmettre, en particulier le rêve et l'émerveillement, et qu'elle nous invite à partir en quête des trésors que nous portons en nous pour les offrir à la création de ce nouveau monde. Et pour nous aider à apprivoiser nos peurs qui nous freinent, elle n'hésite pas à briser les tabous et à aborder le sujet de la mort, même avec les tout petits. Car la mort, c'est bien ce qui réunit tous les hommes. Et la philo, c'est pour les enfants dès 3 ans. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Ça me fait vraiment plaisir moi aussi parce que voilà, je tenais à le préciser. C'est vrai que ton travail en fait m'inspire beaucoup. Et comme je te le racontais avant en off, en fait j'ai passé beaucoup de temps quand même à préparer cette interview parce que j'ai commencé à regarder un peu tout ce que tu proposais, à vraiment fouiller, et il y a beaucoup de choses. C'est vraiment riche et c'est très inspirant, donc c'est vraiment une voie pour moi d'avoir l'occasion de partager en fait ton travail. Donc voilà, je tenais à le préciser. Merci. Je sais que ça peut, quand on met un pied comme ça et le nez dans ce que je peux faire, ça peut perdre aussi beaucoup. Et donc je trouve ton travail et ton approche et aussi comment tu le prépares, parce qu'on a un peu échangé depuis quelques mois et je trouve ça chouette d'avoir ce regard extérieur qui nous aide toujours nous à nous rendre compte de ce qu'on fait. Et toi, cette patience que t'as à décortiquer aussi, je trouve ça, ce regard curieux, il est précieux. Donc merci pour l'invitation. Merci. Et c'est vrai que comme j'ai décortiqué tout ça, je me suis dit que j'allais commencer en fait l'interview en listant un peu, si tu es d'accord, plusieurs des casquettes que tu as. Je me suis dit que ça serait drôle de commencer comme ça. Très bien. Donc tu pourras éventuellement compléter ou corriger si jamais, ou tout ça se fera au fur et à mesure de l'épisode. Mais voilà, je voulais quand même citer pas mal de choses parce que donc tu fais des interventions donc en maternelle, primaire, collège, lycée, où tu parles, si j'ai bien compris, entre autres de citoyenneté, on va dire, de sujets de philo également. Tu proposes des ateliers pour les jeunes adolescentes et aussi pour les femmes.
Tu es aussi auteur, donc tu as écrit un livre, tu écris plein de textes aussi qui sont accessibles sur les réseaux sociaux et aussi sous format audio sur YouTube, donc tu enregistres ta jolie voix. Tu t'enseignes aux enseignants également, tu proposes des ateliers parents-enfants et tu as créé une école en ligne quand même. Donc je pourrais en citer encore d'autres, donc vraiment t'as beaucoup de projets. Et du coup, j'aimerais commencer par cette question qui apparemment t'est posée très régulièrement justement dans les interventions que tu fais avec les adolescents. C'est quoi ton métier, Hélène? C'est une question qu'une fois une jeune fille m'avait demandé après une intervention. Elle dit, mais en fait, madame, c'est quoi votre métier? Et je lui avais dit, moi, par exemple, je pourrais pas vous supporter pendant une semaine entière. Je pourrais pas faire le boulot d'un enseignant. Du coup, je me suis demandé comment je pouvais être à ma place auprès de vous sans m'épuiser pour autant. Du coup, je leur réponds toujours, j'ai créé mon métier en fonction de ce que j'aime et en fonction de ce que je sais faire. Mais on sait pas tout de suite ce qu'on aime et ce qu'on aime faire. Du coup, au début, il y a eu les ateliers philo pour enfants. Et puis après, c'est rajouter des textes que j'ai eu envie d'écrire et mettre en audio. Et puis un podcast, et puis un livre. Et j'aime bien prendre l'image de on vient tous ici avec un jeu de cartes. Mais au début, par exemple, on va identifier une carte en particulier et qui va nous plaire. Et au fur et à mesure, on va voir qu'en fait, cette carte-là, mélangée peut-être avec une autre, elle va pouvoir donner autre chose. Et du coup, moi, ma voix, je pouvais pas la supporter au début. Il se trouve que je finis par enregistrer des textes et des podcasts à m'écouter en permanence. Pareil pour les vidéos. L'autre fois, mon frère, j'ai enregistré une vidéo, il me fait, mais tu fais pas peur aux enfants quand tu fais tes vidéos? Parce que j'avais mis des filtres et tout ça. Et on apprend au fur et à mesure. Mais tu m'aurais lu toutes ces casquettes-là. Il y a quelques années, j'aurais dit, non, je suis pas capable de faire tout ça. Donc, il faut préciser aussi que c'est pas arrivé comme ça d'un coup. C'est comme un peu une recette où il y a eu la farine, le lait, les œufs et tu peux pas les mettre tous en même temps, sinon ça ferait de la bouillie. Donc voilà, je trouve que c'est chouette d'imaginer. Parfois pour les ados, quand j'arrive, je me rends compte que mon plus gros métier, même si j'ai des thèmes, c'est de leur réapprendre à rêver et de reprendre confiance en eux. Et je prends l'image toujours de la vie et je dis la vie c'est comme un désert. Et on est tous des archéologues. Et les trésors qu'on doit trouver, c'est les nôtres. Mais au début, vous voyez que du désert. Vous avez aucune conscience de tous les trésors qu'il y a. Nous, on n'arrive jamais dans la caverne d'Ali Baba avec tous nos trésors d'un coup, c'est pas possible. Donc au début, on va voir le trésor, peut-être quand on a 5 ans, on va aimer dessiner. Ça, c'est mon premier trésor, j'aime dessiner. Puis après, j'aime parler en public. Là, et au fur et à mesure, on ramasse ces trésors, etc. Je crois que le plus dur, c'est de pouvoir se lancer dans cette quête-là avec confiance qu'on va vraiment en trouver. Et les adolescents, je trouve que c'est la difficulté qu'ils ont. Je suis bon à rien, j'y arriverai jamais. Et du coup, voilà, je me dis, aujourd'hui, j'ai accumulé certains trésors, il y en a peut-être qui vont me lasser au bout d'un moment, mais j'ai conscience qu'ils ont fait partie de ma vie, et puis peut-être qu'il y en aura d'autres sur ma route que je vais trouver, que ça va se mélanger, donc je crois que c'est en mouvement tout ça. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aurais du mal à m'enfermer dans un rôle, alors que c'est pas mauvais pour autant. Je pense qu'il y a des gens qui sont bien en se disant, je suis enseignant et je fais ça à plein temps, et c'est comme ça qu'ils sont bons. Moi, je pense que je suis pas bonne pour faire une seule chose. En tout cas, c'est moins riche pour moi. Ouais. Ok, intéressant. J'adore cette idée des petits trésors. Ouais. Et alors, j'aime bien, pour apprendre à connaître mon invité, aller justement à la période de l'enfance et les inviter à revenir à leurs rêves d'enfant, justement. Donc, t'en parlais. Mais avant de te demander les tiens et quel trésor tu avais justement quand tu étais petite, est-ce que tu voudrais encore ajouter une ou deux phrases pour expliquer pourquoi tu trouves que c'est important que les adolescents retrouvent un petit peu leurs rêves d'enfant? Parce que je crois que tu les invites quand même vraiment à revenir à ça aussi. Alors, de tout temps, c'est important, mais particulièrement en ce moment, moi je fais ce travail auprès des ados depuis une dizaine d'années et ils vont vraiment moins bien en ce moment. Ce qu'on vit, en fait, on vit des moments mouvementés, c'est pas pour ça que c'est forcément difficilement vécu, mais eux, ils sont à un âge où ils prennent tout de plein fouet et on leur dépeint quand même dans les informations, les parents qui sont parfois stressés, un monde dans lequel ils s'arrivent plus du tout à se projeter. Alors, en même temps, c'est bien, parce qu'ils ont tout à réinventer, et en même temps, c'est hyper angoissant. Là où nous, on nous parlait de CDI, eux, j'ai encore recroisé des jeunes que je connaissais tout petits, ils me disaient, non, mais c'est la mort, le CDI. Nous, ce qu'on veut, c'est d'autres petits... Mais du coup, il y en a qui le prennent bien, et il y en a d'autres que ça va vraiment angoisser de dire, mais en fait, où est-ce qu'on va? Et plusieurs fois, quand moi j'arrive et que je dis aux jeunes, mais vous voyez, ce monde-là, il est possible, avec chacun de nos rêves. Et j'avais fait comme ça c'est quoi pour vous
le monde dans lequel vous avez envie de vivre. Et il y avait un jeune qui avait levé la main comme ça. Moi, ça serait un monde où il y aurait une égalité entre les hommes et les femmes. Moi, ça serait un monde où il y aurait plus de guerre. Et en fait, ils se sont tous applaudis au fur et à mesure, donc ils étaient 150. Mais l'atmosphère a complètement changé. Et je leur disais, mais en fait, vous voyez tout ce que vous venez de partager, on est des milliards à penser la même chose. C'est juste que parfois, on n'ose même pas le verbaliser. Et en fait, c'est juste se dire, ça veut pas dire que c'est facile. Mais nourrir ce genre de pensée va leur permettre d'exister plus facilement. Donc, on me ramène souvent, les jeunes, ils me le disent, mais madame, c'est facile ce que vous dites, mais demain, ça peut exploser, là, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Et moi, je leur dis toujours, quand est-ce que t'as la réponse? Et dans ce cas-là, on fait quoi en attendant? Peut-être que demain, la Terre va exploser, mais en attendant, moi, j'ai envie d'avoir aucun regret. Et du coup, c'est toujours cet échange, sans juger le jeune qui y a devant, mais pouvoir se dire, on a tous quelque chose à transmettre, à œuvrer, à semer. Qu'est-ce que vous, ça va être? Et donc après, eux, ils ont plein d'inquiétudes. Oui, mais madame, vous nous dites ça, mais c'est obligé de réviser les maths. Et puis moi, je m'en fous des maths. Et ils ont aussi, eux, leur réalité d'ado. Mais les proviseurs le disent aussi. Il faut quand même que dans tout ça, ils prennent de la hauteur et qu'ils arrivent à trouver quelque chose qui les motive. Sinon, rien n'a de sens. Et aujourd'hui, on est quand même dans une perte de sens. Donc, c'est important de tout temps de remettre de l'enthousiasme, du rêve, etc. Mais particulièrement en ce moment. En tout cas, c'est ce que je peux parler de chaussures, de fromage ou de pizza. J'en arrive toujours au même point. Il faut vraiment réapprendre à voir le monde différemment, à le rêver, à le penser, à vouloir, enfin voilà, à remettre des lunettes différentes, quoi. C'est ce que tu partages, évidemment, moi, ça me touche, mais tout particulièrement parce que le podcast que j'ai créé, c'est dans ce but-là, en fait. Donc c'est redonner de l'espoir, en fait, dans un monde où parfois on en a plus beaucoup. Donc je trouve ça merveilleux, ce que tu fais aussi, du coup, en particulier auprès des adolescents qui, comme tu le dis, en ont vraiment besoin. Donc merci encore. Et donc pour revenir à toi, toi quand tu étais petite, est-ce que tu voudrais nous décrire comment tu étais, qu'est-ce que tu aimais faire, et si tu avais des rêves, quels étaient ces rêves? Justement, un de mes rêves, c'était d'être archéologue. Okay. Et c'est pour ça que j'ai vraiment déroulé cette métaphore de l'archéologue, parce que ce que j'adore, je crois, c'est retrouver les trésors que je vois chez les enfants, chez les jeunes, chez les adultes, et pouvoir les honorer, parce que c'est une question que je pose souvent, surtout aux adultes, ou alors là avec les enseignants, c'est quoi votre qualité? Et la première chose qui vient, c'est j'ai tel défaut. C'était pourtant pas la question. Mais on a beaucoup plus de facilité à identifier nos défauts. On a une galerie d'art de tous nos défauts. On a toujours du mal. Et moi, la première à dire ses qualités, je trouve qu'il y a vraiment un biais comme ça on doit réentraîner sur mes trésors à moi. Donc il y avait ce côté-là, mais de chercheuse. Un peu. Il y avait quand même ce côté, c'est pas facile. J'arrive pas dans une galerie. Il va falloir que je creuse un peu. Et il y avait aussi ce côté, je voulais être journaliste sans frontières. Donc je voulais voyager, je voulais explorer, je voulais écrire. Du coup, il y avait cette dimension d'écriture, Ah oui, déjà, ouais. D'accord. Mon père écrivait beaucoup et moi, j'adorais écrire. Je crois que j'ai écrit à Jacques Chirac, j'ai écrit des choses comme ça. J'écrivais des histoires, des lettres. J'ai toujours aimé beaucoup écrire. Et j'aimais beaucoup aussi construire des cabanes. J'étais inscrite au scout très tôt. Je me souviens, c'est la seule fois où j'ai supplié. Je me suis mise à genoux devant mon père et je lui ai dit « Papa, il faut vraiment que tu m'inscrives au scout ». Alors à cette époque-là, j'avais toutes mes copines qui y allaient, etc. Et ça a changé ma vie. Alors comme dans tout, je pense que je suis tombée sur un bon groupe, et c'était incroyable et ça m'a permis de vivre tout ce que je prône aujourd'hui dans mon école, c'est-à-dire la relation à la nature, l'autonomie. En fait, comment se nourrir, comment dormir, avec tout ce qu'il y a autour de nous, j'ai appris à faire un feu, du coup, sans me brûler. J'ai appris à dormir sans me mettre en danger, dans la tente, etc. Enfin, on a peur aujourd'hui pour les enfants, mais on ne leur donne pas la capacité d'être en sécurité, de se défendre, d'être autonome, de pas se faire mal. Du coup, c'est un peu, moi, on m'a donné un Opinel à 7-8 ans, j'ai appris à m'en servir, et j'ai appris à pas me faire mal, et du coup, je crois que je ne m'être jamais coupée avec un couteau, et des haches, en fait, pour moi, c'est du bon sens. Et du coup, tout ça, c'est très différent, et je crois que j'ai essayé de mettre tous ces aspects un peu dans ma vie maintenant. Ok, intéressant. Et est-ce que tu avais des dons, ou est-ce que tu voyais des choses un petit peu mystérieuses? Est-ce que tu avais déjà une ouverture peut-être à des choses un peu plus impalpables, on va dire? Non, je pense que moi j'étais... on parle de sensibilité aujourd'hui, mais je crois que tous sont là à notre manière. J'ai eu un parcours assez
je dirais assez normal s'il y a du normal à l'école. J'aimais bien aller à l'école, j'aimais bien mes copines. J'avais un lien facile avec les enfants. Et par contre, je crois que ma mère a réussi à cultiver chez nous, ma mère qui était instite, une qualité d'émerveillement. Et donc une joie, je crois que ce qui peut m'accompagner, je crois que c'est mon don. Mon enthousiasme et ma qualité de... Quand j'ai plus de joie, c'est que je suis pas sur le bon chemin. Et du coup, j'ai pas eu besoin de voir les faits pour m'émerveiller. Et je crois que c'est la simplicité, c'est toujours ça. C'est comment je peux m'émerveiller d'un champignon qui est dans la rue, Et ouais, on en parlait un peu. On a autour de nous plein de gens qui ont des capacités extrasensorielles et on en parle beaucoup aujourd'hui. Et parfois, on se perd un peu là-dedans, ce qui veut pas dire que c'est mal, mais on oublie que c'est déjà un don d'être dans un corps humain, de tenir sur deux jambes, de pouvoir voir avec ses yeux et de pouvoir toucher l'autre. Et du coup, se réémerveiller des dons qu'on a tous au quotidien. On a peut-être été avec des gens qui étaient sourds, d'autres qui étaient aveugles, d'autres qui couraient très vite alors que nous pas trop, et donc nos dons ils sont présents tout le temps, c'est juste quel regard on porte par rapport à ça. Donc je dirais voilà, ma capacité à jouer, à m'émerveiller et peut-être ma sensibilité qui faisait que j'étais quand même assez je me suis toujours bien entendue avec tout le monde malgré nos différences. Mais c'est encore quelque chose quelqu'un me disait ça avec les jeunes, je crois que ça marche bien parce que je juge vraiment personne. Je pense que chacun a quelque chose à apporter. On peut me dire les pires choses ou des choses... en fait, c'est pas ça qui importe, c'est notre échange. Où est-ce qu'on va pouvoir arriver avec ça? Merveilleux. C'est vrai que cette capacité d'émerveillement, justement, peut-être que c'est aussi pour ça d'ailleurs que tous tes partages me parlent beaucoup, parce que c'est quelque chose que je pense avoir aussi, et qui, je pense que je recherche aussi dans le regard des autres. Donc, c'est trop chouette. Mais tu sais, t'as commencé par dire que mon travail m'inspirait, et moi je dis souvent, je propose aux personnes, et là, les gens qui nous écoutent, ils pourront faire la même chose, quelle est la personne qui m'inspire? Mais une personne, ça peut être, moi je leur dis, ça peut être quelqu'un de la famille, donc parfois ils me répondent, ma mère, ma grand-mère, ça peut être une personne connue, ou ça peut être quelqu'un qu'ils ont croisé une fois dans leur vie. Et après, je leur demande qu'est-ce qui te plaît là-dedans. Alors parfois, c'est des acteurs, mais ça veut pas parce qu'ils sont acteurs qui leur plaisent, c'est parce qu'ils sont engagés politiquement et qu'ils se servent de ça, etc. Et on dit toujours que la personne qui nous inspire, elle a quelque chose qu'on a déjà. Et si elle nous inspire, c'est justement parce qu'on se rejoint. Et je trouve ça beau. Il y a par exemple des jeunes qui n'arrivent pas du tout à oser se dire qu'ils aimeraient défendre une cause. Et ils vont dire, bah non, moi, Emma Watson, je l'adore parce que elle va prendre parti, elle va défendre les femmes, et je trouve que ça dit d'eux le positionnement qu'ils voudraient avoir dans le monde. D'autres, ça va être le côté artistique, le côté, donc c'est toujours chouette de savoir, et puis on peut en avoir plusieurs des personnes qui nous inspirent, mais voilà, de qui on a envie de s'inspirer pour pouvoir justement atteindre ce but-là. Ouais, un bon petit exercice, merci. Ouais, qui révèle des choses, c'est clair. Et pour continuer dans le domaine de l'enfance, il y a une question que j'aime bien poser qui est, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas entendu quand tu étais enfant et que tu aurais beaucoup aimé entendre? Alors. Je pense qu'il y a plein de choses. En fait, il y a plein de choses que j'ai pas eues, que j'ai pas entendues, qu'on n'a pas faites et qui auraient pu me faire du bien. Et en même temps, j'ai tellement relu mon histoire et vu comme tout ce que j'avais pas eu, ça m'a permis de moi de le mettre en... Ce que, par exemple, je vais dire un truc très très bête, mais je prends souvent l'exemple que ma mère nous a élevés au knacky purée et que j'aurais adoré qu'elle me cuisine des trucs meilleurs. Et je trouve ça... et en même temps, est-ce que ça aurait changé tout ce que je suis? Est-ce que ça me... Je sais jamais ce qu'on n'a pas eu, qu'est-ce que ça nous a permis justement, par quoi ça nous a permis de le combler. Donc c'est peut-être pas le entendu que je dirais, parce qu'on a quand même une qualité d'échange et d'être ensemble. J'ai pas manqué d'amour, que ça soit pas forcément verbal, mais des preuves d'amour. Mes parents, ils nous les ont données ensemble avec mon frère, ma sœur, pareil dans ma plus grande famille. Mais c'est peut-être par des gestes et du confort au niveau sécurité, bien manger, bien dormir. On a parfois, c'était chaotique, et je me dis, enfant, c'est quand même des choses qui font du bien, et en même temps, ça a fait qui je suis. Alors je vais pas dire que j'aurais voulu autre chose. Aujourd'hui, en tout cas, ça me paraît faire partie de mon chemin, et je changerai rien je ne changerai pas pour rien dans le monde.
Et donc tu as évoqué tes parents là. Dans quel cadre, disons spirituel, est-ce que tu as grandi? Est-ce qu'il y avait une religion qui était présente? Ouais. Alors nous c'est plutôt des athées dans ma famille. Ma grand-mère avait ce côté folie, catho. Donc il y avait son enterrement il y a pas longtemps. On racontait, on disait ma grand-mère avait sa religion. Donc les écureuils c'était des séraphins. Il fallait faire sa béa dans la journée, donc elle nous donnait des petits papiers pour qu'on aille faire notre bonne action. Elle nous mettait en pyjama avec un cierge à la main et elle nous disait de faire le tour de la maison en disant Lucia, Lucia. Donc il y avait ce côté folie, mais sans aller forcément pas du tout dogmatique. Donc j'ai toujours trouvé le jeu là-dedans. Par contre, du côté de ma mère, mon père, mes tantes, enfin tout ça, c'était vraiment, on mettait pas le pied à l'église, on parlait pas de tout ça. Au scout, par contre, j'ai abordé ça, mais de façon très lointaine. J'ai découvert ce que c'était l'église, les messes, mais sans plus. C'était plus peut-être quelque chose de la relation à la nature, m'émerveiller d'un coucher de soleil, la contemplation. Elle a toujours fait partie de ma vie, et je crois que finalement la contemplation c'est une forme de prière. Donc à relire, je dirais, la spiritualité, elle était là, dans l'émerveillement des choses du quotidien, mais sans aucun dogme, et du coup, j'ai pas eu tant à déconstruire que ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis telle ou telle religion, ils disent ah ouais non, ça m'a fait du mal, j'ai été au catéchisme, on m'a enseigné ça. Moi, pour le coup, c'est peut-être une page vierge, donc j'ai pas été traumatisée ou des choses difficiles à ce point de vue-là. J'ai été libre de chercher là où je voulais, quoi. Ok. Et justement maintenant, comment tu décrirais ta spiritualité, peut-être en quelques mots? C'est difficile parce que je trouve que la spiritualité c'est tellement éthéré, c'est tellement impalpable. Je dirais que elle est contemplative et que j'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup inspirée de ce qui est, et donc moi qui ai eu besoin beaucoup de concret, en partant en voyage autour du monde, je me suis intéressée aux vidéos de Tistria, aux expériences de mort imminente, à tout ça, et donc j'ai été fascinée dans un premier temps. Mais la fascination, ça veut pas dire qu'on comprend les choses et qu'on les intègre, donc je pense que ça a été un bout de mon chemin. Et après, ça a été qu'est-ce que moi je fais de tout ça. Et donc j'ai pu me réapproprier assez vite des figures comme Marie, Jésus, Bouddha, et les intégrer dans ma vie par mon prisme à moi. Et je pense que c'est toujours le plus important, parce que comme à l'école, comme plein de choses, on a l'impression qu'on a une case, mais moi, je peux pas rester sur un banc à prier, ça ne fonctionne pas avec moi. Par contre, on me montre des outils que je vais pouvoir réutiliser et que je vais pouvoir m'y relier, le faire avec le cœur, là, ça va fonctionner. Moi, je dis que mes plus grandes églises, c'est l'océan, la nature, mais du coup, ma spiritualité, j'ai quand même eu besoin de personnes inspirantes, figures inspirantes, beaucoup dans la religion catholique comme Marie, Jésus, Marie-Madeleine, mais avec la liberté de pouvoir me relier à eux comme j'aimerais. Parler du baptême, parler des sacrements, sans forcément toutes les cases dont on parle, les niveaux, les paliers à atteindre, parler de... Parfois, je trouve que la spiritualité est trop loin de nous, alors qu'un cœur qui bat, c'est de la spiritualité. Je veux dire, c'est le miracle incarné. Donc, encore une fois, c'est comment j'arrive plutôt à ramener quelque chose qui paraît si loin des hommes dans mon quotidien. Parfois, j'y arrive pas. Ok, merci. Et donc maintenant, j'aimerais qu'on en vienne un petit peu à ton cheminement, voilà, qui t'a amené justement aussi à avoir cette vision actuelle des choses, comme tu dis, d'avoir cette capacité peut-être aussi à vraiment prendre conscience de t'émerveiller à ce point-là d'un cœur qui bat. Et donc tu as ouvert une école et tout ça, donc voilà, on va procéder par ordre un peu chronologique de comment tu es arrivé à ce point actuel. Peut-être si on en revient au moment de l'orientation, tout simplement, fin de lycée, est-ce que ça a été simple pour toi? Donc je sais, pour avoir du coup regardé quelques interviews de toi, que donc tu as grandi, tu le disais, avec une maman institutrice, donc voilà, c'est les enfants, t'as toujours voulu travailler avec les enfants, mais voilà, vers quoi tu t'es orientée? Est-ce que c'était simple ou pas à ce moment-là? Alors, du coup, moi j'ai grandi, c'est pas seulement ma mère, c'est que toute ma famille travaille pour l'éducation nationale, travaillait. C'est-à-dire, c'était une mini-éducation nationale. Donc mon oncle, mes oncles, mes tantes, c'est des proviseurs, et aucun de moi et mes cousins, cousines, nous n'avons voulu être profs. Ah c'était au début, on s'est orienté, on savait très bien ce que c'était un prof, on voyait comme un galérait, ça nous avait pas du tout donné envie. Par contre, je pense qu'on a
un don dans notre famille. On a un lien assez facile avec l'autre et notamment l'enfant, le jeune. Ma grand-mère nous a transmis cette capacité d'émerveillement, le jeu. Donc, dans la transmission, on a quelque chose et c'est partagé par tous. Du coup, quand je me suis orientée au lycée, je m'étais dit je vais faire EduxP. Et puis, je me suis inscrite dans un EUT et en fait, j'ai appris que c'était le plus dur de Paris. Du coup, j'ai pas été acceptée. Et là, je n'avais aucun plan B parce que moi... Mais ça s'est vraiment fait, je crois, 3 semaines avant les vœux. Hein. Et je me suis retrouvée dans le bureau de la proviseure et elle m'a dit, t'as qu'à faire du droit. Et c'est elle qui m'a inscrite sur le papier. Et du coup, j'ai mis droit sans savoir et je me suis retrouvée à Assas parce que c'était géographiquement, je dépendais de là-bas. Je me suis du coup éloignée beaucoup de tout ce que je voulais faire. Je me suis dit, je vais peut-être faire juge pour enfants, je vais peut-être faire EduxP, toujours avec ce lien avec l'enfance, mais pas forcément évident. Et puis au fur et à mesure, je pense que on explore pas mal de sujets, on se dit en fait ça me convient pas et on est ramené très vite par ce qu'on veut et moi je me disais je veux voyager, j'aime rechercher donc j'ai fait de la socio, très vite je suis tombée dans une association où j'ai travaillé avec les jeunes de milieux modestes, j'ai adoré travailler en équipe, j'ai adoré accompagner des jeunes. Mais après j'ai détesté travailler pour des patrons et avoir que 25 jours de congés payés parce que quand même quand on a une famille d'enseignants, on a 2 mois d'été de vacances, on n'a pas à demander l'autorisation pour partir, il y a quand même quelque chose où je m'étais dit, moi je veux partir au Mexique, je peux pas partir que 10 jours parce qu'on m'autorise que 10 jours, ça me paraissait aberrant. Et du coup, je suis partie en voyage autour du monde. Et ça m'a permis de m'interroger sur qu'est-ce que je veux faire. Si je veux plus travailler avec un patron, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, faudrait quand même que tu passes le concours enseignant. T'as pas envie. Mais l'héritage familial qui pèse, c'est comme si c'était un peu une loyauté familiale. Donc en rentrant de Tour du Monde, je me suis inscrite au concours en candidat libre. Pendant 1 an, j'ai révisé les maths, vraiment des trucs. On se remet dans les programmes scolaires, quoi. J'ai passé l'écrit, je me retrouve à l'oral. Et à ce moment-là, à l'oral, je présente de la philo pour les enfants. Parce que j'avais fait une formation de philo avec Frédéric Lenoir et toute sa fondation Sève qui proposait. J'avais animé dans les écoles. Et je m'étais dit, je vais en faire tout mon projet, parce qu'on doit présenter un projet. Et puis là, je suis tombée sur une inspectrice qui m'a mis 2. Mais en fait, je me suis inscrite dans la salle, elle s'est levée, elle m'a tourné le dos, elle a ouvert la fenêtre et c'était tout. Ça m'a valu un 2 et j'ai trouvé ça génial parce que j'avais besoin, je pense, de passer par là, de valider en fait, je peux globalement devenir instit. Je peux réviser, mais en fait, c'est pas moi. Parce que ce qu'on va me demander, c'est quand même... Parce que la plupart des gens m'ont dit, oui, mais t'as cherché aussi, t'as voulu faire de la philo, il aurait fallu que tu fasses un petit projet facile, comment on fait pousser des plantes dans du coton, et puis voilà, quoi. Et moi, je peux pas. Et en fait, j'aurais pas pu être instit, je l'aurais pas tenu longtemps. Encore une fois, j'admire énormément les instits, c'est juste que ça me correspondait pas. Mais cette expérience, elle a été gratifiante déjà de 1 parce qu'elle m'a donné la légitimité en me disant, je comprends le fonctionnement, j'ai appris ce qu'étaient les programmes scolaires. Alors ça n'a pas été une période facile, mais avec le recul, je me rends compte que c'était nécessaire que je passe par là. Et c'est suite à ça que je me suis lancée à mon compte, que j'ai fait des interventions en me rendant compte en fait que il fallait que je puisse faire du moi. Et sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas tout ce que t'avais listé au début. Tu vois, j'ai fait des ateliers bien-être, des ateliers philo, puis j'en vivais pas, j'étais au chômage, mais je testais, tu vois, au fur et à mesure en fonction des demandes. Okay. Mais c'est venu je dis non, vraiment non, à tout cet héritage familial. Ah, les grands noms. Qu'est-ce qu'ils sont puissants. Si vous avez envie d'approfondir cette thématique du non, je vous invite à écouter les épisodes 4.1 et 4.2 avec Angéline, ou encore l'épisode solo numéro 6. Et ma grand-mère, jusqu'à la fin, jusqu'au son lit de mort, m'a dit « Tu veux pas repasser le concours d'enseignant, Hélène ?» Pour te dire que c'est un poids. Et encore aujourd'hui, pour la plupart de ma famille, que j'adore, mais ils ne comprennent pas ce que je fais. Et c'est pas... Alors qu'au sein de l'enseignement, il y a quelque chose, mais il y a eu rupture parce que c'est pas dans la lignée de ce qu'on faisait. Donc parfois, il nous faut aller jusqu'à un certain point, puis choisir. Chacun, on trouve, cette manière d'arriver jusqu'à nous. Ouais. Ah, c'est vraiment très très intéressant, je trouve. Et pour revenir à ce que tu disais, donc tu as parlé de cette proposition de cours de philo que tu as fait pour le concours. C'est à quel moment que tu t'as commencé à te former pour ça? C'était avant ton voyage alors? Non, c'est vraiment le voyage quand même, ça...
on prend de la hauteur, on fait un pas de côté. Moi, j'ai fait un tour du monde, donc on rencontre des pays, des cultures complètement différentes. Et là, je me suis dit, on partait avec mon ancien compagnon et on s'est dit, on sait pas quand on revient. On peut ne pas revenir, tout est à réinventer, page blanche. Moi, c'est ce que j'adore dans les voyages. Je sais que ça peut stresser beaucoup, c'est pour ça que c'est vraiment pas fait pour tout le monde, mais j'adore cette idée de j'arrive dans un autre pays. Je peux être qui je veux. Qu'est-ce que j'ai envie? Bon, il se trouve que tout me ramène toujours à la transmission et des enfants. Mais parce que même là-bas, je rencontrais des jeunes, ça vient me chercher. Ah oui, je me demandais justement si pendant ce voyage, si t'étais allé regarder des écoles, des façons d'enseigner ou pas. Alors ça, je l'avais fait avant. Au début, on voulait faire un projet un peu école du monde. Puis on était deux et lui, c'était moins son truc. Et je crois que ça m'a fait du bien aussi de pas organiser. Puis d'ailleurs, en fait, comme je te partageais après, il y a eu des maladies, on est allé d'hôpitaux en hôpitaux, et en fait, c'est là où tu te rends compte que t'as beau prévoir et tout te dire, ah bah on sait pas combien de temps on part, on rentrera jamais peut-être, bah si, très vite. Et c'est ça que je crois que j'ai aimé, c'est d'être bousculé par la vie, de rencontrer plein de choses imprévues qui vont toutes te ramener à toi, dans l'adversité, et du coup, je me suis dit, je suis rentrée en me disant je veux faire quelque chose que j'aime. Ce que moi je souhaite à tout le monde, c'est vraiment la discussion de comment je peux œuvrer avec vraiment quelque chose que j'aime. Et pour moi, donc ça me ramenait à la transmission, et c'est pour ça que je crois que je suis revenue en me disant il faut que je fasse enseignante. Au moins que je teste. Je sentais que c'était pas ça, mais je connaissais rien d'autre. Du coup, il a fallu quand même que je passe par là. Et quand je me suis inscrite au concours, c'est là où j'ai découvert du coup les ateliers philo, parce que c'était dans le programme scolaire. Ah bon, ouais. D'accord. Oui, c'est pour ça que je l'ai proposé. J'étais quand même sur les clous, hein. Mais je suis tombée sur une inspectrice, sûrement la bonne inspectrice pour moi, qui m'a vraiment le visage de l'éducation nationale qu'on n'aime pas, alors qu'il y a plein d'inspectrices qui sont super et maintenant ils le font. Mais c'était au programme, et du coup ça m'a amené. Frédéric Lenoir, il a des agréments de l'éducation nationale dans tout ce qu'il propose, etc. Donc c'était des choses en 2018 qui sont encore maintenant, auxquelles on peut se former et qui sont chouettes. Mais voilà, je crois que c'est le retour et ok, je reviens dans mon pays, et qu'est-ce que j'ai envie de semer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire après avoir pris plein de recul, avoir vécu des choses difficiles, comment moi je peux œuvrer à ma place, quoi. Et il me semble que c'est là que tu as commencé à écrire ton livre, non? Ouais. On est revenu en 2017, janvier 2017, et j'ai écrit plein de bouts. On avait il y a eu plusieurs attentats avant notre départ, il y avait quelque chose avec la mort, et je me disais c'est trop dommage que les gens soient tristes, sans imaginer qu'ils peuvent rester en lien avec les gens qui sont perdus. J'ai eu besoin d'écrire là-dessus, et j'ai commencé par écrire des lettres qui sont dans mon roman, mais c'était vraiment des lettres de gens. J'avais l'impression que j'avais besoin d'écrire comme si des gens étaient morts et voulaient laisser une trace. Donc j'ai écrit, et puis après, c'est vraiment un puzzle, une pièce après l'autre. Mais à un moment donné, il y a vraiment eu, en fait, t'écris un livre. Alors que c'était mon rêve de petite fille, ça faisait partie, hein. J'ai vu mon père écrire. Mon père, c'est vraiment un écrivain maudit, quoi. Il écrivait plein de livres, mais je crois que son kiff, c'est pas de publier, c'est d'écrire des nouveaux livres. Donc, il y avait ce côté-là, je me dis, bah oui, il était en train d'écrire un livre, et donc il a fallu encore un peu de temps après pour que ça soit vraiment fini et dans la matière, quoi. Ok. Et peut-être qu'on pourrait un petit peu en parler de ce livre. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit résumé déjà? Alors du coup, il s'appelle Les Liens du Temps, et en l'écrivant, je me suis dit il y en aura 3. Du coup, c'est le tome 1. Donc déjà dans le début, je m'étais dit que j'allais pas tout raconter, et je suis assez fascinée par la période dans laquelle on vit, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un pont entre deux mondes. Mais avant de pouvoir passer de l'autre côté, il faut qu'on ait compris le monde dont on vient. Et donc mon livre, il fait le pont entre les années 2020, ce qu'on vit là maintenant, et 2100. 2100 qui serait le futur, et le futur dont on veut rêver. Mais en fait, c'est vraiment les liens du temps, c'est comment les liens qu'on a se répercutent dans le futur, et comment ces graines qu'on sème vont être ces fleurs qui vont pousser demain. Et donc c'est vraiment, on a tendance à voir demain comme, hop, j'ai tourné la page et il n'y a rien eu avant. Alors que demain, il se construit aujourd'hui, et les personnes qu'on est vont permettre aux enfants de demain de naître, et aux structures, aux institutions, à tout ça. Donc c'était vraiment montrer ce qu'on a aujourd'hui, qui peut paraître difficile, mais qui est en même temps une éclosion incroyable au niveau des consciences, et ce qu'on aura demain, et qui ne sera possible que par le travail qu'on fait aujourd'hui. Voilà, donc tu évoques cette période de transition qu'on vit. Comment tu la décrirais? Et pourquoi elle est si particulière pour toi, cette période?
Bah, tout simplement parce que je pense on est arrivé au bout d'un chemin. Après, c'est aussi à tout le monde d'avoir... je peux pas décrire ce que je vois. J'ai mes propres couleurs et mon propre prisme. Du coup, chacun va voir... Pour certains, tu poses la question à une autre personne qui est à côté de moi, on va pas te dire la même chose. Par contre, je pense qu'on le voit au quotidien, dans nos institutions, auprès des personnes, on arrive au bout de quelque chose. Et quand on arrive au bout, forcément ça fait peur parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il y aura après. Et en même temps c'est génial parce qu'on a tout à réinventer. Et du coup c'est une période exigeante parce que on doit faire avec ce qui est mais qui est obsolète. C'est-à-dire travailler, utiliser cet argent qui représente pas forcément nos valeurs, vivre dans des lieux qui sont parfois pas aux normes ou pas corrects ou enfin... Et en même temps, avec toutes ces idées de ce que devrait être le monde. Quand j'interrogeais les jeunes, c'est quoi le monde dans lequel vous voudriez vivre? Tout ça, on l'a dans le cœur. Mais c'est qu'on s'en est tellement éloigné aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que c'est douloureux pour beaucoup de gens. C'est que il y a quelque chose qui va vraiment plus. Il y a quelque chose qui tourne plus rond. Et là où les gens sont déprimés, moi, je me dis, c'est bien de toucher du doigt quand on dit, il y a que quand je touche le fond que je peux remonter. Tant que j'ai pas touché le fond, je peux pas y arriver. Moi, je faisais beaucoup de natation et je sais que j'adorais ce moment où je touchais le fond pour pouvoir me propulser et aller respirer un peu. Mais du coup, faut être consciente qu'il va y avoir en effet une période de reconstruction et accepter de faire un deuil. Je pense que ça demande quand même un peu de courage. De dire, on peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. Mais chacun va le faire à son niveau, dans son rythme, et c'est pour ça que ça sert à rien d'avoir des peurs. Typiquement, moi, si on me reprend mon parcours par rapport à l'éducation nationale, à un moment donné, c'était plus juste pour moi de travailler dans une structure comme ça. Mais heureusement qu'aujourd'hui, il y a des gens pour qui c'est encore le bon moment. On est d'accord, tout ça, ça se fait. Il y a un truc dont je parlais avec un ami. Je disais, souvent le changement de conscience, les gens ont l'impression que ça se passe en quelques secondes, alors que c'est justement l'inverse. C'est sur le long terme que tout se passe. C'est-à-dire que, imaginez, on tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse. Le changement, il arriverait d'un coup maintenant, c'est-à-dire, je sais pas, alors soit catastrophique, le soleil explose ou un truc, soit ça y est, il y a un nouveau président et il change tout, c'est trop bien. Ça serait trop compliqué pour trop de monde, pour trop de choses, ça serait pas possible. Du coup, ça se fait dans la lenteur, dans la douceur, et c'est épuisant dans un sens, et en même temps, c'est ce qui nous permet de construire des bases bien solides, parce que sinon on va trop vite. Et quelque chose que je dis souvent, c'est si j'ai pas compris ce qui n'allait pas avant, et si je fais tout de suite l'opposé, on est reparti comme en 40. C'est-à-dire que beaucoup, dans l'éducation, ils vont dire, voilà, la maltraitance, c'est de taper des enfants, de leur interdire de parler, et ils ont raison. Mais du coup, ça se transforme en l'enfant est roi, il a le droit de tout dire, je lui mets plus de règles, c'est lui qui décide. En fait, on retombe exactement dans les mêmes choses. Et du coup, si on veut pas recommencer ça, du coup, il faut y aller lentement. Et même nous, on discutait un petit peu de nos parcours, bien sûr qu'on refait des erreurs, bien sûr que y a des choses que j'ai comprises une fois, je me dis non, là c'est bon, j'ai vraiment compris, là c'est bon. Et non, je vais être ramenée à le voir sous un autre prisme et je vais me dire oh ok, j'avais pas vu ça sous cet axe-là. Et du coup, c'est vraiment un travail d'orfèvre, quoi, ça prend du temps. Donc ce changement de conscience, il est difficile à appréhender de toute façon, je pourrais pas le résumer en un tableau, ça va être appréhendable sur le long terme, et il a commencé déjà il y a plusieurs années. Pour qu'on arrive au bout, il a bien fallu qu'on ait une descente un petit peu régulière au fur et à mesure des siècles, quoi. Et donc dans ce livre, il s'agit d'une école en 2100. Est-ce que c'est ton école idéale un petit peu que tu décris? Ouais. Ok, est-ce que tu voudrais nous la décrire pour ceux qui n'ont pas lu le livre en quelques mots? J'ai écrit ce livre aussi parce qu'on me demandait souvent, Mélène, du coup c'est quoi ton école idéale? Et ma mère, elle, déjà à l'époque, avec des copines instit à elle disait, mais nous on a envie de recréer l'école idéale. Je pense que quand on se travaille dans ce milieu, on voit tout ce qui va mal, on voit tout ce qu'on aimerait faire et on est empêché. Et moi, une de mes caractéristiques, c'est que j'aime rêver, et le rêve me libère parce que j'arrive à pouvoir aller vers celui-là et à créer en fonction. Et du coup, quand je l'ai rêvé, je me suis dit, moi qui aime voyager, cette école, je la vois pas entre quatre murs, c'est pas possible. Je fais partie de ces enfants qui ont besoin de bouger, qui ont besoin d'écrire quand quelqu'un parle pour pouvoir comprendre, qui a besoin d'aller à droite à gauche, et on est tous comme ça dans ma famille. Donc vraiment pas scolaire en termes de cadrage, etc. On a besoin d'explorer. Et donc cette école, c'est Elicia, l'enseignante du Nouveau Monde. Alors elle a quoi, 5 enfants. Alors on n'a pas besoin de plus. Elle leur donne rendez-vous. Elle va faire un trek en montagne
Elle va les emmener découvrir des grottes, découvrir les lacs, tout ce qu'on peut faire au scout, dans des colos, en tour du monde, mais une école en lien avec les autres, la nature, et dans lequel on va apprendre à vivre, et bien sûr où il y a l'apprentissage que moi j'ai appelé les clés pour grandir en conscience, mais qui sont la liberté, la paix, l'harmonie, la créativité, et on s'entraîne un peu de façon magique à pouvoir voir toutes ces créatures magiques, on peut voir à créer ce qu'on a dans le cœur avec les outils qu'on a, mais encore une fois, je dis que cette école, je l'ai vraiment dans le cœur, je la vois, je la visualise, j'ai vraiment pas besoin d'y penser trop longtemps, mais je sais qu'elle est pas possible tout de suite. Parce que c'est comme si j'avais l'école, l'idée, mais j'ai pas le terrain. Je peux pas la construire, le terrain, il est pas là, j'ai pas envie de la construire sur un terrain qui est encore pas sain, qui va peut-être être amené à changer. Donc moi, j'ai envie de la construire après. En attendant, je travaille à épurer le terrain, à le mettre plus stable, et du coup, c'est ça nos graines. On travaille au terrain. Et donc, toutes ces idées, et je pense qu'on est plein à avoir des idées pour que ce monde soit meilleur, je pense qu'il faut accepter qu'elles soient pas comme on aimerait là pour l'instant. On fait avec les moyens du bord, quoi. On peut rêver de maisons, on peut rêver d'écoles, on peut rêver d'hôpitaux différents. Bon, pour l'instant, ça va être des petites graines semées, et je crois que c'est déjà pas mal comme ça. Et c'est ce que tu fais justement dans plein de lieux, d'espaces différents finalement, pour différents publics, pour des enfants, pour des adultes. Finalement, c'est déjà ce que tu fais. Ok. Alors, je pense qu'on creusera un peu plus encore parce que ça m'intéresse beaucoup l'idée de l'école un peu après. Mais j'aimerais bien qu'on aborde maintenant justement une de ces grandes graines que tu plantes très régulièrement auprès des enfants. Donc c'est ces interventions que j'évoquais au tout début. Donc tu t'adresses parfois à un public en maternelle, parfois à des lycéens, voilà. J'aimerais bien comprendre ce que tu proposes exactement. J'imagine que c'est pas le même contenu pour tous les âges. Par exemple en maternelle, comment tu fais pour aborder et quel thème tu abordes vraiment en philosophie avec des enfants de maternelle, parce qu'on a du mal à s'imaginer comment c'est possible en fait. Je relisais c'est Edwige Chirouter qui a un peu, elle enseigne aux enseignants à parler de philo, et elle venait de sortir un article là où elle dit l'importance de philosopher dès l'âge de 3 ans. Et tout simplement on parle de la mort, des amis, de la famille, de l'amour. Pourquoi ces sujets-là, on aurait le droit d'en parler que en terminale? C'est quand même aberrant, ça nous concerne tous. Alors bien sûr, on en parle différemment quand on a 3 ans, quand on a 12 ans, mais c'est un moment où je travaillais dans une école Montessori où j'animais des ateliers, et le soir, je retrouvais des décrocheurs scolaires en 4e, et je me souviens leur avoir dit, en fait, vous êtes pareil à la maternelle. J'avais les mêmes sujets, j'avais les mêmes trucs qui n'allaient pas, et en fait, parfois, je pense que l'enfant devant nous, on les met parfois un peu dans des cases, etc., mais tous les sujets les thématiques, les grandes thématiques de vie, du monde, elles nous intéressent tous. Donc quand on parle de prison, de liberté, on peut en parler à 3 ans. On n'aura pas le même prisme, par contre. Ce que j'adore avec les maternelles, c'est que, en fait, ils n'ont aucun préjugé. Ils ont la mort. Ouais, moi je pense que moi et mon papy, il est dans le ciel en ce moment. Ah ouais, et ils se parlent entre eux, ils ont des échanges. Ah ouais, moi je pense que mon papy est plus là. Tu penses que il peut pas du tout t'aider et je me souviens de cet atelier-là, j'avais quasiment rien dit. Ils avaient échangé entre eux, il est allé lui faire un câlin, et en fait, la mort devient tabou en grandissant. C'est quand même dingue. Et je m'intéresse du coup à comment on célèbre la mort dans certains pays. Il y a des cultures où c'est la fête, on met la musique. Pourquoi on devrait être tout noir, habillé tout en noir? Et donc du coup, ce que j'aime, c'est on part d'un thème et on essaie de voir c'est quoi nos préjugés. Et moi, la première, j'en ai. Ce que j'adore, c'est quand l'autre vient me faire changer de regard. Et eux aussi, c'est pareil. Plein de fois, ils nous ont dit « Ah ouais, toi, tu penses ça ?» Ok, c'est vrai que... Et puis, on enrichit en fait notre vision du monde par rapport à tout ça. Et je crois qu'on est un pays quand même vraiment très élitiste en France. Et c'est comme si on avait déshérité les enfants, les jeunes, les Français de quelque chose qui leur a toujours appartenu. C'est-à-dire la capacité à penser le monde, à critiquer, pas de façon négative. La critique, elle est pas à critiquer ce que j'ai au quotidien pour trouver ce qui est juste pour moi. Non, on n'a plus le droit de penser aujourd'hui. J'ai plus le droit de dire ce qui me paraît juste, ce qui ne paraît pas juste. Et donc, ces thématiques, elles reviennent souvent. Après, pour répondre à ta question, j'interviens aussi parfois dans différentes formes, que ça soit dans une école, dans ce cas-là, il y a un cadre,
Parfois, c'est des associations qui m'envoient, et dans ce cas-là, il y a des thèmes qui sont abordés, mais ce que je me rends compte, c'est que je viens avec qui je suis. Du coup, n'importe quel thème, n'importe quel asso, il y a souvent des choses que je redis et des thématiques fétiches que je vais réaborder, et les besoins des jeunes qui sont quand même assez similaires. Donc, que ça soit des petits, des moyens, des grands, que je parle de sexualité ou que je parle de développement durable, finalement, on parle des sujets qui nous importent et on se rejoint toujours dans ces thématiques qui, je crois, ils sont indispensables à penser aujourd'hui. Plus que jamais, en fait. Et c'est quoi le but exactement pour toi en faisant ces ateliers? Je crois que j'ai pas de but. Je crois que c'est plus fort que moi de retrouver les jeunes. Comme je disais, il y a un moment donné où, je pensais, je rêvais de partir à Tahiti faire de la poterie. Et je crois que même là, ça viendrait me chercher. Tu sais, c'est quand t'as un truc qui te pousse à y aller et j'aime tellement être là. C'est-à-dire que on a tous connu ça, je pense, dans nos métiers respectifs. On prépare à mort un atelier. Je me souviens, je faisais un atelier sur les émotions. Je le prépare, etc. Et en fait, je m'engueule avec ma sœur, je fais tomber mon portable et j'arrive, je dis aux enfants, parce que je commençais à dire comment vous vous sentez. Et là, je commence la première, je suis désolée l'enfant, je suis hyper en colère. Mais pourquoi, Hélène? Je me suis engueulée avec ma sœur. Il faut t'excuser. Je dis, bon, je ferai ça après, peut-être, j'étais encore en colère. Et c'était incroyable parce que du coup les enfants avaient verbalisé leur colère dans l'atelier. Il y en avait un qui avait été très en colère, etc. Ça avait été un peu le sujet du truc. On était partis complètement ailleurs. Mais ça c'était justement, t'arrives, tu prépares le truc. Non, ça s'était passé complètement différemment. C'était génial. Et le lendemain, Hélène, tu t'es excusée auprès de ta sœur. Oh. Et je le dis souvent aux enseignants que je rencontre. Je dis en fait c'est aussi à nous de montrer nos vulnérabilités. Comment je peux enseigner aux enfants à accepter leurs émotions si moi ils ont l'impression que j'en traverse aucune, parce nous en tant qu'adultes on est tous des personnes inspirantes pour les enfants, qu'on le veuille ou non, qu'on soit un bon professeur ou non, qu'on soit un bon parent ou non, on est une personne inspirante. Et du coup essayons de pouvoir être le plus en vérité avec eux. Ça veut pas dire commencer à raconter notre vie et être complètement déprimé, c'est juste dire là je suis fatiguée. Et les profs qui le font, ça marche. Je suis fatiguée, je vous préviens, je vais manquer de patience. Et en fait, les jeunes, ils sont beaucoup plus à l'écoute. Parce qu'en fait, le prof, il a le droit d'être fatigué à un moment donné aussi. Donc, je trouve que ça change un peu de regard. Et pour revenir à ta question, c'est quoi le but? Souvent, dans nos échanges, on va poser une question, mais on n'a pas la réponse. On veut juste créer un échange. On veut juste qu'émergent d'autres questions. Et surtout, apprendre, comme je disais, les uns des autres. Moi, les pépites, des espèces de fulgurances qu'un enfant va dire à 5 ans, que Kant a pu dire dans Le Grand Philosophe qu'on a encensé. Enfin, c'est ça que j'aime, c'est quand la parole va venir du plus naïf et du plus jeune. En fait, on se dit que l'humanité, c'est ce qu'elle a de plus beau, en fait. Elle est là, dans l'innocence et sortie de l'intellectuel à tout va. C'est ça que je recherche, quoi, là, dans nos échanges, quelque chose qui nous élève. Et je le retrouve, peu importe les âges. Parfois, certains diront oui, mais c'est plus facile avec les enfants. Non. Je pense que c'est une qualité d'échange qu'on peut avoir avec tout le monde. Avec les enfants, ce qui est plus facile, c'est qu'ils ont moins d'ego et qu'ils ont moins de carcans. Mais je pense que notre but, ça serait d'avoir ce genre d'échange avec tout le monde, qu'on puisse s'élever, qu'il n'y ait plus de débat autour de la table. T'as raison, j'ai tort. Non, où est-ce qu'on peut aller ensemble, quoi? Et c'est les écoles qui font appel à toi, qui ont envie que quelqu'un vienne intervenir sur un sujet qui tracasse peut-être les enfants de l'école, ou c'est quoi l'élément déclencheur qui fait qu'on fait appel à toi? Je pense que les équipes pédagogiques, donc déjà les ateliers philo, c'était dans le cadre scolaire, donc il y a eu une grande demande et c'est génial parce que si on s'intéresse un peu à ça, on voit que ça recoupe tout. On peut parler des médias, on peut parler des lois, de la justice, on recoupe ça au vocabulaire, à la conjugaison, aux mathématiques, même si on veut. Donc, tous ces sujets-là peuvent faire partie. Et sinon, tout ce qui est relations affectives et sexuelles, ça vient aussi du besoin des collèges à une période où l'accompagnement, quand on a ses premières règles, au niveau des filles, mais aussi des garçons, comment on fait pour vivre ensemble, etc. Donc, faut voir que les équipes pédagogiques, elles essaient toujours de faire au mieux et elles essayent de trouver des bonnes manières d'intervenir, mais eux, en tant que profs, n'ont pas toujours la bonne posture parce qu'ils sont profs. Et du coup, j'ai la chance de pas suivre les élèves toute l'année. Du coup, ils vont se permettre de me poser des questions qu'ils ne poseraient pas à d'autres. C'est aussi ça où les enseignants, il faut qu'ils soient tolérants envers eux-mêmes en disant il y a des choses qu'ils peuvent pas dire, qu'ils peuvent pas faire, c'est pas possible. Moi, je peux me permettre des choses que eux ne peuvent pas se permettre. Donc c'est des demandes. Parfois ils me disent voilà, là tu construis ce que tu veux, voilà le contexte.
Donc ça dépend. Je pense que ça part toujours d'un besoin quand même d'accompagner au mieux leurs jeunes. Mais après, il peut y avoir des moments où il y a une vraie problématique d'harcèlement, une vraie problématique entre les filles et les garçons. Enfin, je dis n'importe quoi, mais ça peut arriver. Mais souvent, c'est voilà, là, t'arrives à un niveau où il y a beaucoup de questions. Comment essayer de au mieux les outiller pour la suite. Et voilà. Ouais, c'est génial, je trouve, parce que quand moi j'étais à l'école, j'ai pas eu le droit à ce genre de choses et j'aurais bien aimé. Je trouve ça super. Donc c'est vrai qu'on peut, quand on n'a pas le nez dedans, je trouve que c'est facile aussi de critiquer le système scolaire et tout ça. On sait pas trop finalement ce qui se passe, ce qui évolue, mais en fait là je découvre du coup avec toi qu'en fait il y a quand même de beaux changements et une évolution aussi pour le bien-être vraiment des élèves, quoi. Donc. Bah il y a de tout. Ouais. Comme dans tout ce qu'on fait, je pense que ça permet à plein de gens, peut-être pas à leur place d'y aller, mais ça permet, et on est nombreux à, franchement, dans les associations dans lesquelles je travaille, je rencontre tellement des gens incroyables qui s'aiment à leur manière, et encore une fois, on est moins des spécialistes que des pédagogues. C'est-à-dire que je pense pas qu'on ait besoin de connaître à fond un sujet. Je suis allée parler de développement durable. Alors, les gens me connaissent pas, mais je suis vraiment pas... l'environnement, j'aime la nature, hein, mais je suis pas quelqu'un qui va aller manifester pour l'environnement. J'aime bien quand c'est simple, quand je vois qu'il y a 4 poubelles et qu'il faut savoir où est-ce qu'il faut trier. Moi, parfois, c'est pas angoissant, mais c'est pas simple, quoi. Et puis quand je vois la pression qu'on nous met alors que la pollution, elle est pas là, hein, on va pas parler sur ces débats, mais du coup, quand on m'envoie parler de ça, je suis censée parler du fonctionnement d'une usine nucléaire, moi je dis en fait je vais pas en parler. Donc j'arrive et je dis aux jeunes, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Et souvent, ça m'est arrivé en terminale de gamins qui expliquaient le fonctionnement parce qu'ils font de la chimie machin. Et moi je disais bah c'est très bien, j'ai aucun souci à dire, c'est pas du tout mon domaine. Par contre, là où je suis bonne, c'est que je sais mettre en lien ce qu'ils vont dire entre eux, je sais les écouter, relancer et les ramener à un sujet pour qu'ils se posent eux-mêmes la question. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé, il y a beaucoup de gens qui interviennent, qui vont être le spécialiste du téléphone portable économique, durable et machin. En fait, ça va pas marcher. Peut-être que ça marche en entreprise, dans des gens qui sont spécialisés, mais ils parlent quand même à des jeunes. Donc il y a toujours ce truc-là de... je pense qu'il faut revoir notre façon de transmettre. On ne peut transmettre que ce qu'on aime, que ce qu'on connaît. Connaît dans le sens, moi, je connais les jeunes. Et parce que ça nous plaît. Ouais, je trouve ça génial parce que finalement, si tu venais en tant qu'experte, eh ben tu viendrais également pour peut-être amener ta vision des choses. Alors que là, tu viens de façon totalement neutre finalement pour que les jeunes, les enfants viennent à se poser des questions, à réfléchir, mais en fait, tu viens pas pour les amener à une vision. Non, mais par contre, je peux pas faire comme si je venais pas avec tout ce qui m'anime. Donc je viens forcément avec ma vision des choses. Et c'est pour ça que j'adore quand ils me disent « Madame, je suis pas du tout d'accord avec vous. » Et là, super, t'as raison. Moi, ça m'est arrivé une fois de parler de maladie en disant « Bah, on est quand même responsable de ce qu'on met dans nos vies au quotidien. » Et qu'un jeune me dise « Bah, Madame, c'est horrible ce que vous dites. Ça veut dire que les gens qui ont le cancer, là, ils sont responsables de tout. » Il avait totalement raison de juste me refaire prendre des pas de côté. T'as raison. C'est horrible. C'est injuste parfois. Mais comment nous on fait au maximum pour être responsable de notre vie, de ce qu'on met en œuvre, etc. Donc c'est important qu'on ait des échanges et je peux pas dire que j'arrive de toute façon neutre. Je crois que c'est pas possible. Je crois que j'ai quand même mon prisme et j'ai mon avis sur certaines choses et je crois que dans toutes mes interventions il se retrouve un petit peu de ce que je peux penser, mais toujours en restant. Ça importe peu finalement ce que je pense. Ce qui est important, c'est nos échanges. Et où est-ce qu'on va aller. Et ça, par contre, je me fais un point d'honneur à si je vais pas au bout de ma presse, je vais pas au bout de ma presse. S'ils m'ont emmené de l'autre côté, on ira de l'autre côté, quoi. Ok. Et c'est vrai que, par exemple, tu évoquais le sujet de la mort. J'imagine que maintenant, tu as une vision de la mort parce que tu disais que tu t'étais beaucoup intéressée à tout ce qui était expérience de mort imminente et tout ça. Donc, pour toi, la mort, c'est pas une fin. Est-ce que c'est quelque chose que tu oses amener comme vision des choses ou comment tu... Alors j'essaie de respecter parce que ça peut en plus je peux arriver dans des lycées catho et toujours mon but c'est jamais de choquer. Par contre il y a eu
post-Covid, je suis intervenue beaucoup dans les collèges et il y avait beaucoup de jeunes qui pleuraient, donc vraiment systématiquement. Je parlais de développement durable on en arrivait à les questions de suicide, de deuil, donc il y avait vraiment... Parce qu'ils étaient angoissés par rapport à la angoissés, ils avaient vu des personnes mourir, et donc le sujet de la mort est revenu de lui-même, sans que moi je le lance. Et donc je pose parfois des débats, le débat est au centre de mes questions, et parfois ça m'arrive de leur dire, est-ce que j'ai peur de la mort, ou est-ce que je suis plutôt à l'aise, ou j'ai foi, je suis en paix avec ça. Donc ça nous permettait d'échanger. Je leur disais, je vous demande du d'accord, pas d'accord, vraiment des choses extrêmes pour que justement il puisse y avoir un échange, mais je peux être un peu entre les deux. Et souvent je leur dis, est-ce que vous savez ce qui réunit tous les hommes dans le monde, qu'ils soient noirs ou blancs, riches ou pauvres, enfants ou adultes? On meurt tous à la fin. Tous. Et en fait, on a occulté cette partie finalement essentielle de notre vie. C'est-à-dire que en n'en parlant pas, elle n'a plus de place. On fait comme si ça n'existait pas. Et moi, je leur disais, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas une date de péremption. Si on en avait une, franchement, ça serait l'horreur. Si je sais que je vais mourir telle date, en fait, je fais rien. Là, on ne sait pas. J'ai un temps imparti, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je peux faire d'ici là? Eh ben, je vais profiter un maximum. Donc, on essaye plutôt de parler de la vie mise en lumière et par rapport à la mort, plutôt que de la mort en tant que telle, puisque finalement, on n'aura jamais de réponse. Même moi qui dis je peux croire, etc. C'est pas ça. Ils ont besoin de concret, les ados. C'est pas. On va pas passer beaucoup de temps sur l'après. Je vais juste leur dire comment accepter au mieux qu'elle fait partie de notre vie. Je veux dire, j'ai 5 doigts. Je vais pas faire comme si j'en avais 6 ou j'en avais pas. Je dois vivre avec mes 5 doigts. Et ben là, c'est pareil, je dois vivre avec le fait que... Et la plupart des enfants, d'ailleurs, ils connaissent la mort grâce à leurs animaux de compagnie. Elle est présente. Et c'est juste en tant qu'adulte, tout ce qui est lié au vieillissement, on n'a qu'à le voir. Ça n'existe plus, on n'a plus le droit d'appréhender la mort, d'appréhender le finissement. Et là, on vit quand même une fin de cycle. C'est aussi apprendre qu'un monde qu'on a connu puisse mourir. Et il y a des gens qui luttent encore pour qu'il reste à tout prix. Peut-être que parfois c'est plus simple. Et moi, je l'ai vu avec ma grand-mère. Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre à mourir au lieu de lutter? Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre, en paix, paisiblement, juste à lâcher prise? Pour avoir vu des personnes lutter, s'accrocher et en vouloir emporter les vivants dans leur tombe, je me dis c'est terrible d'avoir peur comme ça. Je dis pas que j'aurais pas peur, je dis pas que je suis en paix totalement, mais on a oublié l'essentiel. Et quand on voit dans des cultures ancestrales, quand on voit dans le passé, on a désappris. C'est des choses qu'on savait, que l'humanité savait avant, et qu'on sait plus. Nous poursuivrons cette discussion passionnante sur les besoins des adolescents dans le prochain épisode, où Hélène nous parlera également de l'école en ligne qu'elle a créée. Une école d'un genre nouveau, où l'on apprend à prendre soin de son corps, à appréhender les émotions, à appréhender aussi la mort, à être en lien avec les autres, avec la nature. Une école qui fait la part belle à la magie et à l'émerveillement. À moins que ce ne soit des synonymes d'ailleurs. Pour finir, j'ai adoré sa vision de la spiritualité et j'ai décidé de vous repasser une phrase qu'elle a prononcée dans cet épisode. Parfois, je trouve que la spiritualité est trop loin de nous, alors qu'un cœur qui bat, c'est de la spiritualité. Je veux dire, c'est le miracle incarné. Donc, encore une fois, c'est comment j'arrive plutôt à ramener quelque chose qui paraît si loin des hommes dans mon quotidien. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.